Luc Carvounas, bonjour. Bonjour. Vous sortez d'un forum qui était consacré au CCS face à la montée des précarités et des demandes sociales. C'est un constat qui est fait par beaucoup d'associations. Il y a eu Secours catholique il y a quelques jours, Secours populaire ce matin, les Restos du Cœur qui lancent leur campagne aujourd'hui. Quel est le constat de la part des CCAS? Alors, je vais vous répondre avec ma double casquette, celle de vice-président de l'Association des maires de France et de président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Ce constat, ce qu'on a écouté ce matin avec le baromètre du Secours populaire, aucun maire ne le découvre, malheureusement. Cette précarité, cette pauvreté d'une année sur l'autre, période post-Covid, que l'on constate chacun dans nos territoires, nous essayons avec nos centres communaux d'action sociale d'y répondre avec les contraintes budgétaires que l'on connaît. Nous, à l'UNICAS, en début d'année 2024, au mois de janvier, nous avons réuni, c'était une première, toutes les grandes associations d'élus locaux, la FAS, le Secours catholique, la Fondation Emmaüs, et nous avons fait une adresse, à l'époque à Catherine Vautrin, ministre de Solidarité, afin de lui faire une proposition, celle d'une conférence du consensus sur justement cette question de la pauvreté et de la précarité. Je regrette que cette proposition collective soit laissée lettre morte. Peut-être que Paul Christophe fera sienne cette demande. En tous les cas, nous allons continuer à porter ce débat-là parce qu'il est important, vous savez, nous les maires, on le constate comment cette pauvreté qui est de plus en plus flagrante, ne serait-ce que dans les indicateurs de taux de recouvrement de la restauration scolaire, ne serait-ce dans ces publics... Qui augmente, c'est ça que vous dites. Mais bien sûr, parce que nos concitoyens savent très bien que nous allons nourrir leurs enfants, que le premier poste de dépense le plus important pour eux, c'est celui du logement et du loyer qu'ils doivent payer chaque mois. Et aujourd'hui, les centres communaux d'action sociale, avec leurs aides facultatives, mais aussi avec des publics nouveaux que nous rencontrons, des jeunes retraités qui n'arrivent plus à boucler la fin du mois, des salariés qui sont dans la même situation, des étudiants, mais ça on voit en province comme en Île-de-France, c'est grande queue d'étudiants qui cherchent à aller se nourrir. Et donc aujourd'hui, on a un État, et je le dis, qui depuis 7 ans ne comprend pas ce que nous vivons au plus près du quotidien dans nos territoires. Et que le fameux couple maire-préfet encensé par le président Macron au moment de la crise sanitaire, ok, mais déjà derrière le mot maire, c'est le CCS qui se cache avec toutes ces politiques. On l'a vu dans la crise sanitaire, c'est nous qui avons monté les centres de vaccination avec les ARS. On l'a vu dans la crise humanitaire, c'est nous les CCS qui avons accueilli dans nos territoires les familles ukrainiennes. On l'a vu depuis longtemps dans la crise climatique, avec la tenue de nos fichiers de personnes isolées en période de grands plans canicules. Et on le voit aujourd'hui avec la crise sociale. Nous sommes en première ligne, nous sommes le premier et le dernier kilomètre. Ici, dans ce couple maire-préfet, le maire met un genou à terre, mais alors c'est toute notre société qui va aller de mal en pis. Et moi, ce n'est pas ce que je souhaite. Alors, en même temps, vous dites les maires n'ont plus les moyens. Vous demandez à l'État de faire en sorte que vos budgets ne soient pas coupés pour pouvoir continuer à intervenir. Mais ce qui a été aussi pointé ce matin, c'est qu'à un moment donné, ça devient un travail qui tourne en rond. C'est-à-dire que ce qui était pointé, c'était qu'il fallait s'attaquer aux causes sur lesquelles vous n'avez pas forcément prise. Mais il y a aussi ce double travail-là qui était bien mis en avant ce matin. Alors déjà, moi je veux pas que dans ce congrès, ce 106e congrès, on laisse entendre que les maires, interviewés comme moi aujourd'hui, on soit dans la complainte, on n'a plus d'argent, donnez-nous. C'est pas ça le sujet. Il faut des gens responsables. On participera évidemment à l'effort de guerre pour réduire le déficit public. C'est pas ça le problème. Tout ce que l'on dit, c'est attention à la méthode. On est à 16 mois de la fin de nos mandats municipaux. Ce n'est pas mon cas, mais j'ai des collègues maires que je connais qui sont en train de finir beaucoup d'équipements qu'ils avaient proposés dans leur projet municipal. Si on vient à 16 mois des municipales, venir leur faire les poches, comment ils vont faire pour finir un équipement? Eh bien, ils vont emprunter. Et s'ils empruntent, ils vont gréver encore un peu plus la dette. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion aujourd'hui gouvernementale qui veut vouloir réduire l'investissement public? Au passage, c'est une part que l'État perdra avec la TVA en moins. Donc tout ça n'est pas sérieux. Et ce que l'on dit, c'est qu'on va faire des choix. On va faire de toute façon des choix. Moi, si on reste dans l'état du débat du projet de loi de finances, qu'on soit très concret, c'est 2,2 millions d'euros pour la ville d'Alfortville. 2,2 millions d'euros en moins. C'est une ponction. Alors aujourd'hui, avec l'AMF et les autres grandes associations, et l'UNCAS évidemment, on essaye, notamment au Sénat, parce que maintenant ça se joue au Sénat, on a bien compris,
Et je suis persuadé que mes collègues sénateurs, dont la moitié sera en renouvellement en 2026, sera vigilant à ce que nous, les grands électeurs, nous allons leur demander de nous accompagner. Donc voilà, il faut être sérieux. Et j'ai entendu Gérard Larcher, ça me va bien. Je pense que sa proposition de faire baisser de 5 à 2 milliards, c'est sérieux. J'ai discuté tout à l'heure avec le maire de Sceaux, Philippe Laurent, qui est un grand spécialiste des finances publiques. Il semblerait qu'il va y avoir des ouvertures. Michel Barnier en a fait au congrès de l'ADF. J'espère qu'il en fera jeudi au congrès de l'AMF. Vous avez parlé de la conférence de consensus que vous aviez demandée l'année dernière. Là, vous l'avez redemandé au nouveau ministre. Et qu'est-ce que vous en attendez plus concrètement? Alors, Paul Christophe est déjà quelqu'un qui connaît bien le sujet. Ça a été un élu local, lui aussi, comme Catherine Vautrin. C'est lui qui a été le rapporteur en 2021 de la fameuse 5e branche qui finance aujourd'hui la dépendance et le grand âge, même si là aussi la Cour des comptes dit qu'à l'horizon 2030, pour cette 5e branche, la trajectoire financière, c'est qu'il faudrait au moins 10 milliards d'euros. On en est loin. Hein. Donc cette société du bien vieillir qu'on nous a annoncée depuis maintenant 7 ans, je ne vois pas où elle se prépare. Et donc oui, on va continuer avec les autres collègues des autres associations d'élus locaux à porter le fer. Vous savez, nous, on prend un bâton de pèlerin, on prend un bâton de maréchal. Hein. Mais si on n'a pas un État qui joue son rôle, un État stratège, avec un plan cadre sur plusieurs années, il faut bien le démarrer, ce travail. Est-ce que vous sentez une unité justement des blocs de collectivités? Je pense à la décision de certains départements de droite de dire qu'ils allaient suspendre le versement du RSA pour faire pression sur l'État et les coupes budgétaires envisagées. Comment vous prenez une telle annonce? Chaque collègue, mon patron d'un exécutif, moi je ne vais pas commenter les actions des uns ou des autres pour tirer la sonnette d'alarme. Tout ça, j'imagine, c'est plus pour alerter que pour être mis en œuvre. Je ne vois pas un président de département ne pas aller aider ses concitoyens qui ont besoin du RSA. Bon, moi, ce qui me donne confiance, c'est à la fois ce que je vous ai expliqué en début d'interview au mois de janvier dernier, quand l'UNCAS avait réuni toutes les grandes associations, c'était une première. Tout le monde l'a reconnu. AMRF, APVF, Ville-de-France, France Urbaine, ADF, ARF, tout le monde était là. Et fort de ce principe, j'avais reproposé à l'occasion du PLF la même méthode que David Lisnard, auprès duquel je suis vice-président, a fait sienne. Et nous avons l'un et l'autre ensemble invité, c'était il y a 15 jours, au siège de l'AMF, toutes les grandes associations, Intercommunauté de France aussi évidemment, pour parler d'une seule voix. Et ça nous a fait du bien de se dire, on peut sortir chacun de nos sillons et travailler de concert. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Parce que, et c'est normal, business as usual, un gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? C'est de la vente à la découpe. Vous demandez à être reçu collectivement, mais ils vous prennent indépendamment. Et tout ça fait que... Pour tous et tous pour un. Voilà, mais on va y arriver parce qu'il y a une vraie volonté politique. Une dernière question qui porte sur l'ambiance, on va dire le sentiment que vous éprouvez à discuter avec vos collègues, de ce qu'on a ressenti dans la salle ce matin, des apartés aussi, les élus ultramarins hier, à la première journée du Congrès. Est-ce que vous sentez qu'on est à un moment, à un tournant de rupture entre la colère exprimée sur des congrès précédents, mais là on a l'impression qu'il y a un truc au-dessus. Est-ce que c'est une erreur d'interprétation ou... Non, vous avez raison. On voit avec l'action des maires bretons. Des maires bretons, voilà les maires bretons qui attaquent l'État. On est exactement aujourd'hui dans un truc de non-sens, que des maires soient obligés d'attaquer l'État pour être dans leurs droits. Bon. Mais ça, on va le voir se démultiplier. Il y a de la colère, mais il n'y a pas de résignation.